Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de François Ruffin et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je crois que c'est lui qui pourra faire exploser la Cinquième République. Alors vous avez dû vous rendre compte que depuis quelques semaines, on parle beaucoup de Ruffin dans les médias, que ce soit des journalistes, des politiques ou même des gilets jaunes qui le mentionnent comme une personnalité intéressante qui les soutient. Alors souvent c'est négatif, par exemple dans Libération, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui le critiquait parce qu'il avait cité Chouard. Et Chouard, donc entre autres choses, il défend le référendum d'initiative citoyenne, mais il aurait apparemment soutenu des idées proches de Soral et autres. Donc voilà, c'est encore un débat qu'on n'aura pas aujourd'hui. Mais voilà, donc on lit Ruffin à l'extrême droite en faisant le lien, la passerelle avec d'autres personnages. Et ça montre bien que, que l'objectif c'est de le discréditer parce qu'il est de plus en plus central dans le débat politique. On a vu aussi qu'il était suivi, enfin qu'apparemment il y a un dossier qui a été monté contre lui par les renseignements généraux pour sédition, parce que justement il était impliqué dans toutes les manifestations, etc. Et puis dernièrement il y a un article qui est sorti là où on apprend qu'il a été censuré dans Les Échos, propriété de Bernard Arnault, donc qui avait été pris pour cible directement dans le film de François Ruffin, Merci Patron. Et, et voilà, donc on en est à ce point-là où cet homme est critiqué et suivi par les renseignements généraux et censuré par la presse et il est critiqué politiquement par, euh, par du monde. Et c'est vrai que c'est la seule personnalité de gauche, on pourrait dire, qui surnage un petit peu dans le marasme qui affecte la France insoumise, qui sera passé de 20% il y a un an à 10% l'année prochaine. Et ça, il y a quelqu'un qui l'explique très bien, c'est Juan Branco, qui est un jeune journaliste, juriste, etc., qui avait été candidat pour être député de la France insoumise, qui n'avait pas gagné donc, et qui a repris sa liberté il y a un an de ça à peu près. Euh, et donc ce Juan Branco, il a participé à une émission avec Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, et il y a une vidéo qui circule depuis quelques jours, et à la 28e minute, il explique très bien pourquoi la France insoumise est complètement dépassée par les événements, et comment son intérêt, en fait, c'est de garder son pré-gardé. Ouais, désolé pour la répétition. C'est de maintenir son pré-gardé et d'éviter d'avoir plus de concurrence dans cette zone de gauche populiste. D'autant plus que la stratégie de la France insoumise est en train de changer. On est passé d'un discours populiste et d'une vraie rupture avec les anciens partis de gauche à, en réalité, une reformation d'un cartel de gauche après avoir fait une OPA très agressive sur tous les concurrents, le PC, le PS. Et finalement, la stratégie, donc c'est un peu une stratégie à l'espagnole ou à la portugaise, une alliance, on réunifie la gauche et on arrive à gouverner ensemble pour un programme progressiste. Et Ruffin, par contre, il se détache assez clairement de cette nouvelle stratégie de la France insoumise. D'ailleurs, il y a Corbière qui lui a fait passer un message il n'y a pas longtemps, lui disant ce serait bien de montrer un peu plus ton appartenance à la France insoumise, de montrer que tu te sens impliqué dans ce mouvement, dans la gauche, etc. Alors que Ruffin, il n'est pas du tout là-dedans. Et tout comme il avait été un petit peu présent dans le mouvement de Nuit debout, et ben, il est très présent aujourd'hui sur les Gilets jaunes. Et même s'il avait été critiqué à Nuit debout et il est déjà où il sera critiqué sur les Gilets jaunes, c'est probablement la seule personne qui réussit quand même à, à faire que beaucoup de monde s'identifie à son discours et pense qu'il porte très bien la parole. Alors Ruffin devient l'adversaire du système, mais ce système, donc, si on peut un peu le caractériser, on peut reprendre l'idée du MPS, qui n'est pas une idée de Le Pen, même si elle a utilisé le terme. Et on voit que le Macron, après avoir fait une OPA lui aussi agressive sur le PS, il a réussi à faire une OPA sur le centre pour les élections, c'est comme ça qu'il a gagné. Et depuis, il se concentre beaucoup sur convaincre des gens de droite. Donc on pourrait dire qu'il fait une nouvelle OPA sur le parti Les Républicains, l'UMP. Et
Et donc ce super parti, en fait, c'est un peu la seule solution pour que les mêmes personnes restent au pouvoir encore quelques années de plus, parce qu'ils savent bien que là, le système est en crise et que c'est leur seule possibilité de survivre. Alors Macron, on se rend bien compte que sa dynamique, elle est complètement brisée depuis quelques semaines, et on imagine bien que les 3 prochaines années, s'il n'y a pas d'émission ou dissolution du Parlement, de l'Assemblée nationale, on imagine bien que les 3 ans qui arrivent vont être assez chaotiques, avec sûrement encore de nouvelles réformes, mais encore de nouvelles manifestations contre ces réformes. On se demande ce qui va se passer. En tout cas, ça risque d'être très délétère et de montrer bien les limites, de bien montrer les limites de la Ve République, qui est complètement finalement oxydée et plus du tout adaptée à la situation actuelle. Et très clairement, on se dit que la personne qui pourrait en profiter, c'est Marine Le Pen, qui a déjà fait 30 et quelques pourcents il y a 1 an et demi. Et là, elle pense certainement qu'elle pourra profiter de cette dynamique contestataire pour faire plus entre 45 et 50%, peut-être plus, peut-être devenir présidente. Je pense que c'est une probabilité assez importante. Je vois même, je pense même qu'il y a une chance sur deux que ce soit elle qui gagne les prochaines élections présidentielles. Mais j'attire votre attention aussi sur un petit truc, c'est que Jacques Attali, qui est connu pour avoir accompagné tous les présidents depuis 30 ans, il a récemment dit que la personne qui succéderait à Emmanuel Macron, en faveur du système donc, ce serait apparemment une femme. Que eux, ils savaient un peu qui ils allaient mettre en avant, qui ils allaient promouvoir et, et vendre au public. Et finalement, ils disent que c'est une femme. Eh bien, moi, je pense que c'est peut-être Marion Maréchal Le Pen, qui justement paraîtrait moins extrémiste que sa tante. Et, et voilà, c'est le genre de choses que le système est capable de faire, de tendre vers le fascisme, déjà avec Macron et ses politiques sur les migrations, sur la gestion des manifestations, de la contestation sociale. Et ben moi je pense que c'est très probable qu'on ait Marion Maréchal Le Pen qui réapparaisse d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, avec le soutien de beaucoup de monde, de l'oligarchie. Et donc on se rend compte que le problème c'est vraiment la Ve République et comment l'oligarchie et comment les politiciens s'organisent pour rester au pouvoir et pour appliquer toujours les mêmes politiques, toujours antisociales. On rappelle que Marine Le Pen a dit qu'elle n'augmenterait pas le SMIC si jamais elle arrive au pouvoir. Donc la solution, ce serait un candidat populiste, pas identifié clairement à gauche, à la France Insoumise par exemple, un candidat qui ne soit pas un professionnel de la politique, et un candidat qui s'engage à dynamiter la Ve République. Parce que les gens se rendent bien compte que c'est ça la cause du problème. Et dans ce cadre-là, je pense que Ruffin remplit parfaitement ces conditions. Et je crois qu'en fait, Ruffin pourrait devenir très facilement président de la République s'il s'engageait sur 2 choses. Déjà, l'amélioration des conditions de vie des gens, avec dès son arrivée au pouvoir un décret pour augmenter le SMIC, les minima sociaux, etc., pour que personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, peu importe la règle des 3% de déficit par rapport au PIB qu'impose l'Union européenne. Et le deuxième point, ce serait en fait de proposer une loi qui organiserait un référendum multiple ou une série de référendums pendant une période de quelques mois. Et ça, je pense que c'est une méthode qui a encore jamais été proposée. Le programme de la France Insoumise n'allait pas aussi loin. Et on pourrait se dire, tiens, bah, si Ruffin arrive à devenir président, il n'aura probablement pas une majorité de députés qui voteront avec lui ces lois. Et c'est vrai. Et c'est là où justement il faut faire preuve un petit peu de créativité et de se dire, bon, on n'est pas... Je compare souvent la France et l'Italie sur le plan politique, mais on n'a pas un système à la proportionnelle et donc on n'aura même pas l'occasion de débattre d'une alliance entre une gauche populiste et une droite populiste. Ça n'aura pas lieu parce que de toute manière, les députés de ces deux camps ne seront pas assez nombreux pour voter les lois d'un président comme Ruffin. Alors les sujets de ce référendum multiple, il faudrait qu'ils soient construits tout au long de la campagne et avant, c'est-à-dire pendant l'année, une grosse année avant l'élection présidentielle de 2022. Mais j'en vois déjà une bonne dizaine qui
qui sont liées à des questions de taxes, par exemple, l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, la restauration de l'ISF, euh, l'instauration d'un impôt sur le revenu qui créerait un revenu maximum. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau, on prend tout. Un revenu maximum couplé à un revenu de base peut-être. La question des renationalisations, des autoroutes, des barrages, etc. Après, il y a des questions institutionnelles. Le fait de prendre en compte le vote blanc dans les élections, dans toutes les élections. La question de la proportionnelle, qui est demandée par beaucoup de monde. Et puis, demander aux gens s'ils veulent qu'il y ait une constituante ou pas, pour construire une nouvelle constitution et mieux vivre ensemble. Et puis après, il y a la question, bien sûr, la question européenne. Donc l'appartenance à l'Union européenne, l'appartenance à l'euro, et puis la question du respect de cette limite arbitraire de 3% du PIB, de déficit du budget. Donc voilà, c'est un peu 3 types de questions, sur des taxes, sur des institutions et sur l'Union européenne. On peut imaginer encore plein d'autres choses, mais une douzaine de sujets comme ça, à mon avis, c'est une bonne manière de rendre au peuple sa souveraineté, de décider sur toutes ces questions, et qu'ensuite, dans les mois qui suivent ce référendum, des lois spécifiques soient adoptées par le Parlement. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'une telle loi au potentiel si révolutionnaire pourrait être votée par le Parlement alors que Ruffin n'aura probablement pas une majorité parlementaire? Eh bien en fait, il y a une solution toute simple, c'est l'utilisation de l'article 49.3. C'est-à-dire que le gouvernement qui présentera cette loi, s'il essaie de faire passer en force cette loi, le Parlement n'aura qu'une option, voter une motion de censure. Et là, les parlementaires qui s'opposeront à ce projet de loi, qui aura été le projet unique du président fraîchement élu, ils risqueront d'être très clairement désignés par le peuple comme des ennemis de la souveraineté du peuple. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, ça veut dire que si la motion de censure est votée, si la loi est proposée, qu'en réponse une motion de censure est votée par le Parlement, le gouvernement démissionne, et en réponse, Ruffin peut tout simplement dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, les électeurs auront le choix, auront compris déjà qui sont les députés, quels sont les partis qui s'opposent à la souveraineté du peuple, à ce que le peuple décide avec une série d'une dizaine de questions de son futur. Donc en fait, c'est une option risquée, le 49.3, mais pas tellement, qui a de grandes chances de réussir. Beaucoup plus que le référendum d'initiative partagée, qui existe dans la loi mais qui est extrêmement compliqué à obtenir, et beaucoup plus que des décrets ou ordonnances. Pendant les 2-3 prochaines années, les Gilets jaunes vont se structurer, ils vont peut-être présenter des listes pas très représentatives aux européennes, qui feront peut-être aux alentours de 10%, qui ramèneront des gens abstentionnistes vers le vote. Bon, c'est un effet positif peut-être, quoique. En 2020, il y aura sûrement des convergences entre les listes citoyennes et les listes issues des Gilets jaunes, ce qui serait très positif, et ce dans quoi j'espère m'engager d'ailleurs à mon niveau local. Mais pour 2022, on imagine assez difficilement l'émergence d'une figure qui serait capable de se battre sur le plan politique, à la télé, devant les médias, et de gagner une élection présidentielle. Parce que malgré tout, on reste dans la Ve République, où la politique est personnalisée, où il faut une figure médiatique, politique, pour laquelle les gens votent. Et c'est là où Ruffin, avec un projet très clair, très concis, très limité, pourrait réussir à dynamiter la Ve République. Et je pense qu'on en serait tous très heureux. Voilà, c'était le petit quart d'heure de prospective politique, ou plutôt un mélange entre prospective et affabulation. J'espère que ça vous a motivé à vous engager d'une manière ou d'une autre, que ce soit soutenir les Gilets jaunes ou vous engager concrètement dans une campagne municipale alternative par exemple, ou dans quelques années pour les présidentielles. En attendant, bonne continuation et à la prochaine.